Les projets d'agrandissement de la zone industrielle de Mélin-l'Évêque ont permis à la direction des fouilles du ministère de la Région wallonne de mettre en place, en 1993, une équipe pour y effectuer des fouilles de prévention qui consistent à inventorier les informations renfermées dans le sol avant la disparition définitive des vestiges. Vestiges déjà connus en partie par les archéologues amateurs de l'entité. Grâce à leur travail, on a pu définir exactement l'emplacement de ce qui s'avérera une villa romaine. Avant la campagne de fouilles, les travaux de terrassement de la voirie avaient livré un dépôt monétaire et une sépulture à incinération. Arrosé par un affluent de la Sille, le site semble avoir été convoité depuis plus de 2 millénaires pour ses qualités fertiles. Depuis 450 à 50 avant Jésus-Christ, au second âge du fer, et peut-être avant, des communautés humaines s'y sont installées pour y pratiquer l'agriculture. 2 fours contenant des céramiques témoignent de l'occupation entre 450 et 250 avant Jésus-Christ. Cette période est appelée la Thène I. Entre 10 avant Jésus-Christ et le début du 1er siècle après Jésus-Christ, ces populations gauloises vont entrer en contact avec les courants romains. Elles adoptent la céramique tout en gardant leur mode d'habitat. Des fossés orthogonaux délimitent des entités où sont disposés des bâtiments en matériaux légers. Dès la seconde moitié du 1er siècle, ces populations construisent des fermes impressionnantes, les villas. Ces villas quittent le domaine de la petite communauté pour devenir une véritable exploitation agricole avec esclaves au service du maître. Elles participent à un réseau économique plus dense, répondant aux besoins d'une nouvelle société, des agglomérations, en latin vicus, et des villes, appelées civitas. Elles occupent une situation géographique privilégiée entre les grands axes de circulation. La villa de Mélin-l'Évêque s'inscrit dans le réseau des chaussées romaines partant de Bavay, vers, d'une part, Blicky-Völzeek et d'autre part, vers Mons-As. L'agglomération romaine la plus proche est Blicky. Une villa plus modeste se trouve à Soigny, soit à moins de 20 km. La villa romaine de Mélin-l'Évêque est un domaine agricole. On peut reconstituer son élévation en la comparant à d'autres villas mieux conservées. La villa compte 2 grandes parties, la pars urbana et la pars rustica. La pars urbana comprend un corps de logis, de 110 mètres de long sur 22 mètres de large, l'habitation du maître du domaine. Cette construction présente des pièces en enfilade, comprises entre 2 couloirs à portique. La façade arrière est pourvue de tours d'angle. Parmi les pièces, certaines pourraient être des pièces d'apparat, des cuisines, avec des traces de four, des chambres, et l'une d'entre elles présente une baignoire, dans laquelle un mur a été aménagé ultérieurement. Dans la pars urbana se trouvent également les thermes. Il s'agit d'un ensemble où se distinguent le bain chaud, le bain tiède et le bain froid. Les bains sont munis d'un système de chauffage, l'hypocauste. L'air chaud circule dans le sol pour chauffer les pièces. Le foyer de l'hypocauste pouvait également chauffer une chaudière qui alimentait en eau les baignoires. La pars urbana est précédée d'une cour quadrangulaire fermée par un muret et percée d'une entrée monumentale. La pars rustica comporte 2 bâtiments disposés aux extrémités d'un mur de 70 mètres de long. L'un d'eux a probablement servi de forge, comme en témoignent des traces de four. La pars urbana et la pars rustica sont séparées par un cours d'eau qui a dû jouer un rôle important dans l'alimentation de l'hypocauste et des bâtiments artisanaux. Le lit fossile du cours d'eau contient encore les pieux du pont qui l'enjambait.
Ces pieux se sont conservés grâce à l'humidité du cours d'eau actuel. C'est assez exceptionnel. Les pieux sont en chêne et encore en excellent état. Une berge avait été également aménagée sur des pieux enfoncés profondément. Les pieux ont servi à dater la villa par dendrochronologie. La dendrochronologie, comme beaucoup de sciences, a une racine grecque qui est dendro, dendron, qui signifie l'arbre. Et ma foi, la dendrochronologie, c'est la chronologie des arbres. C'est en réalité une méthode d'analyse qui s'intéresse à l'accroissement annuel des arbres, à la fois pour la datation de l'abattage du bois et aussi pour l'étude du climat. Les différents cernes de croissance que l'on voit ici représentent chacun une année. Donc on peut, en comptant ces anneaux, déterminer l'âge de l'arbre. Ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Ce que l'on sait moins, c'est que ces différents cernes de croissance, ces différents anneaux, ont des épaisseurs très variables. Et pour l'essentiel, c'est le climat qui est par exemple responsable d'un anneau ici très étroit. Et à un autre moment de la vie de l'arbre, le climat était plus favorable. On a donc un cerne plus large, comme ici. L'archéologue a besoin de méthodes de datation et les plus précises possibles. Or, la dendrochronologie permet de dater l'abattage d'un bois à l'année près, tout au moins lorsque l'on a la trace de l'écorce de l'arbre. Ce qui signifie que c'est un instrument de travail très précieux pour l'archéologue qui est amené de temps à autre à retrouver des éléments de bois enfouis dans des sites archéologiques. Par exemple à Melun-l'Évêque, où plusieurs structures de bois de l'époque gallo-romaine ont été trouvées dans les fouilles. Ces structures ont pu être échantillonnées, c'est-à-dire qu'on a pris des prélèvements, on a fait des rondelles dans les différentes poutres qui sont arrivées ici au laboratoire. Et on a commencé à mesurer chaque accroissement annuel pour en tirer des diagrammes qui petit à petit ont été comparés à des courbes de référence pour en déduire la période d'abattage, donc à l'époque gallo-romaine. J'ai tiré une courbe à partir des mesures faites à partir de l'échantillon que je viens de préparer. Et alors, je compare cette courbe avec une courbe de référence jusqu'à ce que je trouve une position qui soit parfaitement adéquate. Alors voilà ici, les deux courbes sont très semblables. Je peux donner la date à partir de ça, c'est-à-dire 111 après Jésus-Christ. Et en tenant compte du nombre de cernes manquants, je peux estimer l'abattage de l'arbre entre 120 et 130 après Jésus-Christ. Des prélèvements palynologiques ont été effectués dans le cours d'eau. Les échantillons de pollen récoltés permettent de définir la végétation aux diverses phases d'occupation du site. Donc voilà l'aspect des échantillons tels qu'on les sort, par exemple, d'une coupe qui était traitée. On prélève à différents niveaux dans ces sédiments des échantillons. Et pour des raisons techniques, la quantité de matière prélevée à chaque niveau est à peu près de 40 grammes. Là-dedans, les pollens ne sont pas très nombreux. Parfois, il n'y en a qu'une ou deux unités par gramme de sédiment. Donc, il faut alors éliminer tout ce qui n'est pas pollen, ou autant que possible tout ce qui n'est pas pollen, et par différentes opérations chimiques et physiques, de ces 40 grammes, on parvient à extraire un condensé dans lequel il n'y a pratiquement ici que du pollen et des particules de charbon de bois, par exemple, qui sont particulièrement résistantes aussi. Et en ce qui concerne Melun-l'Évêque, l'interprétation des résultats est la suivante. Il y avait à côté de la villa un chenal. Et la chance a voulu que ce chenal se soit comblé durant à peu près un millénaire qui précédait et correspondait à l'occupation de la villa. À ce moment-là, on a eu la chance de pouvoir prélever des échantillons qui contenaient des pollens à différents niveaux dans le comblement du chenal et avoir l'état de la végétation avant l'arrivée de l'homme à Melun-l'Évêque. À ce moment-là, c'était une forêt
C'était une forêt qui était très diversifiée. Sur les sols les plus secs, il y avait du hêtre, du chêne, du tilleul. Sur les sols plus humides, de l'aulne, du noisetier. Et cette forêt était dense. Et avant la villa, on a pu se rendre compte par la palynologie et par des observations archéologiques aussi, que durant l'âge du fer, l'homme s'était déjà approché de ce site naturel, qu'il avait déjà commencé à ouvrir cette forêt pour y installer des pâtures, pour y installer des cultures. Et finalement, à l'époque de la villa, on s'est rendu compte que l'utilisation du terrain devait être maximale. En effet, toute la végétation naturelle avait pratiquement disparu, il n'y avait plus d'arbres, il n'y avait plus que des prairies, pâturées ou fauchées, et des cultures qui semblaient assez importantes, étant donné les proportions de pollen qu'on a pu trouver dans ces niveaux tout à fait supérieurs. Des échantillons archéologiques de marbre rouge et de pierre blanche ont été recueillis dans les remblais des thermes. Ils font actuellement l'objet d'une analyse pétrographique. Le géologue tente par cette méthode de déterminer le lieu d'extraction des roches et de voir si ces matériaux ont été importés. Il étudie également l'état de surface des fragments de marbre et peut identifier si les débris sont contemporains ou non du site. Tous ces renseignements sont précieux à l'archéologue pour évaluer l'économie antique du site. Outre la dendrochronologie, la palynologie et la pétrographie, l'archéologie s'appuie sur des analyses diverses apportant un complément à la compréhension de la vie quotidienne de l'époque et du site concerné. Par exemple, l'étude des coquillages provenant de la mer du Nord et trouvés en fouille permet de comprendre l'activité des grands axes de circulation. Les différentes études montrent que l'occupation de la villa se termine à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ. On ne connaît pas la raison réelle pour laquelle la villa a été abandonnée. Est-ce à la suite des invasions germaniques de 172 à 174, ou bien son rôle économique se serait-il réduit face à la concurrence des centres de production tels que Blicky ? La découverte d'une villa romaine dans la région d'Ath est exceptionnelle. Elle est sans conteste la plus grande occupation romaine au nord-est de cette région. Sa mise au jour est le fruit d'un suivi depuis les découvertes d'amateurs, les fouilles de prévention et les travaux en cours.